This is your captain speaking. We've been cleared for takeoff to a new year, new year. Bonjour, bonjour. Ah. Pas chaud. Ça va bien? Je me présente, je m'appelle Willy William. On peut y aller? Let's go. On est pas mal. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, Mohamed Silla Coaching. Aujourd'hui, j'ai l'honneur et l'immense plaisir de recevoir un artiste incroyable qui est Willy William. Bonjour Willy. Bonjour, comment vas-tu? Je vais bien. Écoute, j'allais te poser la question. Comment vas-tu? Écoute, je vais bien, tout se passe bien, toujours dans la musique. Hein, et puis voilà, on est dans un beau cadre, c'est sympa ici, ma foi. Hein? Effectivement, ici le cadre il est incroyable. Je voulais qu'on partage ce moment en plein nature et aussi pour rentrer entre guillemets dans ta tête, puisque pour les gens qui nous regardent, Willy William, si vous ne le savez pas, c'est l'artiste qui comptabilise le plus de vues sur YouTube, l'artiste français je précise, avec Mirente, Ego et Trompetta que vous connaissez actuellement, qui fait un carton partout, notamment aux Pays-Bas. Pour ceux qui ne le connaissent pas encore, alors je vous invite d'aller le découvrir sur sa chaîne, Willy William. Alors, pas Williams, hein, Willy William. Alors, Willy a travaillé avec plusieurs artistes connus, donc J Balvin. Il y a plus de 3 milliards de vues. Je ne sais pas si vous imaginez 3 milliards. C'est le seul Français qui a atteint ce score. Et sur Spotify, plus de 8 millions, je crois, par mois d'écoute. Donc, c'est incroyable. Et Ego, pas loin de 1 milliard de vues sur ta chanson Ego. C'est incroyable. Ouais, ça, là, c'est impressionnant. Et ce qui est assez impressionnant et ce qui est gratifiant, moi, par rapport à ce projet-là, cette chanson-là, c'est que on est 3 artistes à concourir. C'est pas un concours, mais disons que techniquement et d'après les chiffres et d'après ce qui se passe, on est 3 artistes, moi, Willy William, Stromae, qui est voilà, aussi quand même quelqu'un de respectable, et Indila, on est les 3 artistes français à concourir pour le titre de l'artiste français le plus vu, qui a la chanson la plus vue au monde. Voilà, donc on est ces 3 artistes-là, on concourt parce qu'on n'est pas très loin, 900 millions, 950 millions, voilà. Je crois que tu es à 945 millions. Oui, Stromae est devant moi. Mais bon, c'est quand même assez impressionnant de se dire qu'un artiste comme Stromae, qui lui a une autre carrière, voilà, une autre équipe, autre chose, voilà, c'est quand même assez impressionnant de se dire que voilà. Mine de rien, voilà, on concourt quand même tous les 3 sur quelque chose de... Voilà, c'est quand même un honneur. Ouais. J'aimerais quand même revenir sur cette chanson. Allez, allez, allez. C'est incroyable. Tu peux me raconter un peu, à tous les gens qui nous écoutent, comment l'idée t'est venue et comment tu l'as concrétisée? Alors pour faire court, parce que l'histoire est très longue, mais pour voilà donner les fondations un peu, j'ai eu l'idée de cette mélodie-là. Je revenais d'un concert, d'un de mes shows, et j'étais en voiture et j'avais cette mélodie en fait qui, voilà, comme tout artiste, qui me traînait dans la tête, et j'avais qu'une hâte, c'était de rentrer à la maison parce que j'avais beaucoup de route. Pour pouvoir matérialiser ça. Donc je suis rentré avec l'idée. J'ai toujours mon téléphone qui est vraiment c'est un peu le raccourci de mon ordinateur, c'est-à-dire que de mon cerveau. Dès que j'ai une idée, il faut que j'ai le téléphone et il faut que je puisse pouvoir enregistrer en fait. Donc j'ai tout enregistré, la rythmique que je matérialisais avec ma bouche en faisant du beatbox. La mélo, je faisais la basse, j'avais tout ça, mais voilà, c'est un travail artistique
Bon, je sais que c'est pas bien de faire ça en conduisant, mais je m'arrêtais, voilà. Donc je suis rentré à la maison, je me suis posé pendant deux jours, vraiment à fond. J'ai vraiment pratiquement pas dormi. Et à la fin de à l'issue de ces 2 jours-là, j'avais la version finale que vous avez entendue tous après à la radio, tout ça. C'est-à-dire que c'est la version que je n'ai pas retouchée et j'ai vraiment extériorisé tout ce que j'avais dans ma tête pendant 2 jours, concentré, guidé par je sais pas l'inspiration. Voilà. Et voilà, et j'ai pondu, on va dire entre guillemets, cette chanson-là, Ego, de A à Z, écriture, composition, mixage, j'ai vraiment tout fait. J'ai donné ça à ma maison de disques à l'époque, et ils m'ont dit waouh, il faut que tu fasses ça tous les jours parce que c'est voilà. Moi, j'avais pas assez de recul pour me dire voilà, il se passait quelque chose. Moi, j'avais juste besoin d'extérioriser ça, et je sentais que c'était quelque chose de particulier, hein, que j'avais jamais fait auparavant. Même cet exercice-là, je l'avais jamais fait auparavant. J'ai extériorisé ça, et effectivement, bah, voilà, l'histoire a fait que voilà, c'était bon coup là pour le coup. Ouais. C'est une prise de risque. Hein. Voilà, c'était surtout ça le plus important, c'est que je me suis mis dans une situation de prise de risque, hein, entre guillemets, dans le sens où c'était pas ce que j'avais l'habitude de faire musicalement, quelque chose que je partais vraiment en terrain inconnu, mais je sentais qu'il se passait quelque chose. Donc ça pouvait marcher comme pas marcher. D'ailleurs, c'est ce que la maison de disques m'a dit. Ils m'ont dit là, c'est un gros risque, dans le sens où c'est pas une chanson commune, c'est pas un registre facile, c'est vraiment quelque chose qui sort du lot. Donc, mais on sent qu'il y a, c'est un tube. Voilà, c'est un tube. Maintenant, la maison de disques m'a dit, maintenant, ça va être de notre ressort de savoir où est-ce qu'on va pouvoir caler ce risque-là. Est-ce que les autres vont l'accueillir comme nous on l'accueille? Mais nous, on sent qu'il se passe quelque chose. C'est bouillant. Waouh, waouh. C'est incroyable. Et puis voilà, une fois le morceau sorti, ben, on a vu le raz-de-marée, que ça a été au niveau international. Partout, je me souviens, partout où j'allais, je disais mais waouh, cette chanson elle est incroyable. Même aux États-Unis, on l'entendait. Donc c'est une chanson qui a, en plus en français, s'il vous plaît, en français, partout dans le monde. Merci déjà pour ça, et ça fait plaisir. On est dans un pays étranger, on entend une chanson en français et on dit waouh, il y a un Français qui nous a sorti un tube. Et je voudrais également qu'on parle de la chanson Mirente, qui a été la chanson préférée en 2017 ou 2018 de Obama dans sa playlist, parce que chaque année Obama fait une playlist de 10 chansons et des livres et tout ça, et ça a été sa chanson préférée. Et déjà, ça t'a fait quoi de savoir que c'est la chanson préférée de Obama? Pas de mots, franchement pas de mots, hein. C'est quand même ce qui est assez intéressant à observer, ce que j'ai pu observer, ce que je continue d'observer, parce que les artistes, nous, on apprend tous les jours, quoi qu'il arrive, on apprend au gré de ce qui se passe, mais on s'en rend pas compte, parce qu'on est quand même dans un espèce de microcosme. Je parle en tant que Français, hein, parce que nous, en tant que Français, on a toujours cette chose-là de barrière de langue, de se dire bon, ça va jamais marcher à l'étranger parce que c'est pas français. Et bon, il y a des pays francophones, mais il y a quand même, voilà, les Américains, ils dominent quand même culturellement, ils ont une domination qui est mondiale. C'est vrai. Donc, parce qu'ils ont leurs artistes qui rayonnent, voilà. Donc, de se dire que moi, petit Français, avec ma petite chanson, en ayant collaboré avec des gros artistes, que ça fonctionne déjà à l'international, bon, il y a déjà cette étape-là et j'apprends à digérer cette information-là. Maintenant, de se dire que, voilà, le président des États-Unis, à cette époque-là, Barack Obama, qui puisse mettre cette chanson-là dans sa playlist, c'est quelque chose. Voilà, il faut digérer cette information-là, il faut se dire, bon, waouh, quand même. Alors, justement, parce qu'on ne se rend pas compte, hein, ça a atteint un niveau incroyable de se dire, voilà, c'est la chanson préférée d'Obama, c'est la chanson qui a le plus de vues pour un artiste français. Et si tu regardes aussi sur tout style confondu et tout nationalité, la chanson elle est dans les top 10, donc c'est déjà incroyable. Maintenant, la question qu'on doit se poser, c'est comment tu arrives à garder les pieds sur terre lorsque tu as vécu ça
Et en plus, je tiens juste, tu retiens la question, à préciser que cette chanson, je voudrais d'ailleurs que tu nous racontes l'anecdote, cette chanson, il y a eu un remix avec Beyoncé. Pardon, on blague pas là, tu vois, on touche plus le sol, quoi, tu vois. Et je voudrais savoir, qu'est-ce que ça fait déjà de savoir que ta chanson, elle atteint un niveau que tu pouvais pas imaginer, et aussi que Beyoncé dit waouh, j'ai envie de poser sur ce morceau et garder les deux artistes, donc J Balvin et toi-même. Et j'aimerais savoir déjà comment cette chanson est arrivée à Beyoncé pour qu'on ait cette version qui n'a pas été, on va dire, transformée. Elle est restée authentique. Tu peux nous raconter un peu ça? Ouais, encore une fois, c'est une longue histoire, mais pour donner les grandes lignes, il s'est passé plusieurs choses avec ce remix de Beyoncé. La première chose, c'est que sa fille Blue Ivy est tombée sur une vidéo virale que j'ai faite, qui fait partie aussi de l'histoire de cette chanson Mirente. Quand cette chanson a été faite, j'ai fait un original et qui s'appelait Vodou Song. On a d'abord sorti cet original en mars 2017, Vodou Song, et après il s'avère que J Balvin est tombé sur la vidéo du poulet. En fait, j'ai fait une vidéo virale avant de sortir cette chanson-là originale, avant que J Balvin, Beyoncé. J'ai fait une vidéo juste pour le fun que j'ai mis sur les réseaux, c'est devenu très viral. Il s'est passé quelque chose que moi-même, hors de contrôle, j'ai mis 10 secondes de la bande son, juste 10 secondes, et j'ai trouvé une vidéo d'un poulet qui danse à l'occasion de Thanksgiving. Voilà. Et j'ai fait un petit mix juste pour le fun. J'ai mis ça j'ai envoyé ça sur Facebook, sur les réseaux, et en l'espace de 48 heures, j'ai eu peut-être 40 millions de vues. Enfin, il s'est passé quelque chose d'incroyable, et cette vidéo-là est restée. Et a priori, pour la petite histoire, c'est la fille Blue Ivy, la fille de Beyoncé, qui regardait cette vidéo-là et qui, comme tous les enfants, a dit ouais, elle était très virale. Donc de cette vidéo-là, Beyoncé a entendu l'extrait sonore et a cherché à savoir qui chante ça. Elle a vu après que J Balvin est venu après sur la version, et que effectivement ce son est sorti, et que chez la communauté latino, ce son-là est commencé à être viral. C'était le numéro 1 trend. Voilà, c'était la vidéo qu'il fallait regarder, c'était le son qu'il fallait écouter. Et donc Beyoncé voulait être de la partie. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu malheureusement une espèce de grosse tempête à Porto Rico qui a dévasté la même année, l'été. Il y a eu une tempête qui a dévasté toute l'île, la Caraïbe un petit peu, et surtout Porto Rico. Et de là, ils se sont dit il faudrait faire un remix, et que tous les fonds de ce remix-là soient pour la communauté latine. Et c'est comme ça que le remix a pris forme, et c'est comme ça que tout s'est goupillé. Donc allons dire, les étoiles se sont alignées, enfin il y a une mauvaise cause, enfin il y a une bonne cause, c'était pour la bonne cause, mais toutes les étoiles se sont alignées pour que ce projet-là prenne forme, et c'est là où effectivement Beyoncé, Jay-Z, parce que Jay-Z a été aussi sur ce projet-là, ils se sont dit on va faire d'une pierre deux coups. On va faire un remix, et tous les fonds de ce remix-là vont être reversés pour la cause, pour le Porto Rico. Et c'était une manière pour Beyoncé de dire voilà, j'aide à la cause, et aussi j'aimerais être sur le truc qui est numéro 1 en ce moment-là. Et voilà, et le remix est sorti, et la vidéo du remix d'ailleurs, Beyoncé a pas fait, ils ont pas fait un clip, ils ont pris toutes les vidéos qu'il y avait sur internet sur Mirente, ils ont mis toutes les vidéos, et donc la vidéo de ce remix là, c'est tous les enfants qui dansent sur la chanson. Donc j'ai trouvé ça incroyable, et moi par rapport à ce projet là, ça a plus d'importance, parce qu'il y a une histoire. C'est pas juste voilà, Beyoncé, j'aime la chanson, j'aimerais poser sur votre chanson, on sort le machin, voilà. Non, il y a toute une histoire qui vient se greffer à ce succès là, et je pense que c'est ça aussi qui a amené la chanson à d'autres sphères.
par rapport à, je sais pas, Despacito, ou parce qu'il y avait quand même le succès de Despacito. Tout à fait. Et il faut savoir, bon, c'est pour la petite anecdote aussi, Despacito et Mi Gente sont les deux chansons qui sont rentrées dans le top 50 des chansons latino, les 50 ans des chansons latines. Il y a Mi Gente et il y a Despacito qui font partie de ce top 50 des 50 années de la musique latine. Les musiques qui ont contribué à la musique latine, culturellement à la musique latine. Donc moi je me dis, au-delà de tous ces chiffres, je retiens qu'une chose, c'est qu'il y a mon nom, Willy William, moi petit français Willy William qui a grandi dans la campagne sartoise. Il y a mon nom, voilà, dans À Fatine. à Fatine, voilà, Champagné Fatine. Je me dis que bah voilà, il y a un classement qui est sorti des artistes qui ont contribué pendant 50 ans à la musique latine. Il y a J Balvin, Willy William. Voilà, c'est tout ce que je retiens. C'est énorme, c'est énorme, c'est énorme. Alors, maintenant qu'on a vu tous ces succès, donc pour ceux qui ne le connaissaient pas encore, je pense que maintenant, ça y est, vous voyez un peu le profil qu'on est en train de tracer. Alors, c'est pas par hasard que j'ai commencé par tracer le profil, pour que vous puissiez comprendre en fait, dans chaque réussite, il y a une histoire. Et on a vu que l'histoire est continue même quand il y a la réussite, avec Beyoncé qui décide avec l'accord de Willy, parce que Willy, c'est toi qui as composé en plus le son, donc il a fallu que tu donnes ton accord. Moi, je pense que même si tu ne voulais pas, je pense que la France entière serait venue te botter le derrière pour que tu donnes ton accord, parce qu'il y avait une bonne cause derrière. Et aussi, c'est Beyoncé. On ne dit pas non à Beyoncé, n'est-ce pas? Exactement. Bon, ok. Maintenant qu'on a fait le profil, j'aimerais maintenant qu'on rentre un petit peu dans le success story. Donc savoir un peu d'où tu viens et comment tu as construit ton image, comment tu as construit ta carrière et comment tu as construit aussi en fait ton travail, ses succès. C'est ça qui va aussi nous intéresser pour tous ceux qui nous regardent, qui derrière un écran, derrière un projet et souhaitent réaliser un rêve pour les artistes. Que vous soyez acteur, que vous soyez musicien ou je ne sais pas, entrepreneur, et quelque part vous dites ou salarié, que vous souhaitez changer de vie, vous souhaitez quitter votre travail parce qu'il ne vous convient plus, et que vous souhaitez changer pour commencer une nouvelle aventure, et forcément ce qui est nouveau fait peur. Donc ce qui va nous intéresser, c'est des personnes qui vont nous inspirer. Donc ici c'est Willy William. Alors comment déjà tu as choisi de faire ce métier, puisque avant d'être un métier, ça a été une passion. On ne devient pas chanteur comme ça, Non. On ne devient pas DJ, on ne devient pas compositeur, interprète. Toutes ces casquettes que tu portes, et aussi businessman, puisque tu as ton entreprise, si j'ai bien compris. Et donc, comment, déjà, ça part d'où ça? Déjà, voilà, pour t'aider à répondre à la question, à quel moment dans ta vie tu te dis, moi, je veux devenir, je sais pas, artiste, je veux faire ça, je veux que ça soit ma vie? À quel moment ça t'est arrivé déjà? À quel âge déjà? Est-ce que tu as une petite idée pour ça? Oui, après j'avais déjà des prédispositions artistiques, on va dire. J'ai commencé ado à m'intéresser un peu à ça, et je pense qu'à un moment donné on arrive à des croisements. J'ai eu la chance de culturellement de pouvoir permettre de pouvoir expérimenter différentes choses. Afin de trouver mon chemin, notamment en étant musicien dans un groupe. Voilà, j'ai connu cette expérience-là, et puis après, de fil en aiguille, je me suis retrouvé à découvrir un peu le métier de DJ. Et puis voilà, de fil en aiguille, et au fur et à mesure des rencontres, je fais de la MAO, musique assistée par ordinateur. Je sais pas si ça se dit encore, ça. Ah, je crois que oui, hein. Oui, ça se dit encore. Mais voilà, je pense que pour ça, faut être prédisposé. Faut vraiment être animé par la passion et avoir cette petite étincelle qui
fait pas forcément abandonner, qui me dit bon, toujours être dans la curiosité de se dire j'aimerais bien apprendre à jouer de la guitare, je m'en donne les moyens, je vois si ça me plaît, j'aimerais bien voilà faire toutes ces choses. Donc j'ai eu la chance d'avoir parce que c'est vraiment de la chance, c'est-à-dire à un moment donné d'avoir la vie comme terrain de jeu et de pouvoir dans ce terrain de jeu là essayer tout un tas de choses, se dire j'essaye ça, parce que c'est pas forcément donné à tous, parce qu'à un moment donné on rentre peut-être dans des phases de vie où voilà il va falloir travailler, parce qu'il y a cette question là, elle se pose à un moment donné, comment je peux générer des revenus, parce qu'à un moment donné faut payer un loyer, faut remplir le frigo, faut faire toutes ces choses là. Donc j'ai pu travailler un tout petit peu à un moment donné et avoir ma passion qui me rapporte de l'argent entre guillemets, voilà, qui me génère des revenus. Mais à un moment donné, j'étais confronté à deux chemins, parce que je pouvais pas faire les deux. Voilà, je pouvais pas. C'est exactement là où je voulais je en pense que venir. c'est ce qui intéresse. Exactement, parce que pour tous. Comment on fait? Parce que parmi vous, je pense que vous vous posez cette question-là. On s'est tous posé cette question-là. C'est voilà, il y a deux chemins. Il y a le chemin qui est, on va dire, ordinaire, qui est celui que on nous met dans la tête, c'est-à-dire l'école, ensuite le métier, le travail, salarié, tout ça. Donc c'est le chemin entre guillemets sécurisé. Et puis il y a l'autre chemin où c'est l'inconnu, on ne sait pas, c'est juste la passion qui nous amène. Donc quand tu arrives justement là, tu dois prendre qu'est-ce qui se passe dans ta tête et à quel moment tu dis ok, bon je prends ce chemin-là, et comment comment tu arrives à te convaincre que c'est le chemin que tu dois prendre? C'est des bonnes questions tout ça. On est ici pour poser des bonnes questions, n'est-ce pas? Je pense que chaque personne a son histoire, donc c'est aussi en fonction à quelle étape on en est dans sa vie à ce moment-là, parce que il y a le parcours professionnel, il y a la passion, mais il y a aussi l'histoire personnelle. Quel bagage on trimballe à ce moment-là où on fait ce choix, parce que c'est ça qui va être, c'est tous ces éléments-là qui vont être décisifs dans le choix qu'on va prendre. C'est-à-dire que si à ce moment-là on se sent prêt et qu'on est, je sais pas, sur l'aspect personnel, on est prêt à aller sur tel chemin, on va prendre ce chemin-là. Moi, me concernant, en tout cas pour mon parcours, voilà. Je pense qu'on est plein de doutes. De toute façon, on n'arrive pas serein sur les deux portes et se dire bon, est-ce que j'emprunte la porte professionnelle, parce que c'est ça aussi ce que tu disais, il y a la porte professionnelle de l'assurance, de dire voilà bon, j'ai un CDI qu'on me propose, ou j'ai un travail, ou j'ai des aptitudes à faire du call center, voilà, parce que je faisais du call center. Ah oui, d'accord. C'est ça qu'il faut préciser, c'est que les peu de fois que j'ai travaillé dans ma vie dans le monde professionnel du travail, voilà, de se réveiller, d'avoir un salaire, de tout ça, d'avoir un patron, parce que c'est ça aussi. Je faisais du call center. Voilà. J'étais vraiment dans cette branche-là. Et à un moment donné, j'étais vraiment arrivé dans l'impasse, on va dire, parce que c'est une impasse de soit je continue à faire du call center au détriment de ma passion, parce que à un moment donné, je pouvais pas vraiment faire les deux, parce que c'était pas possible. Je pouvais pas disperser toute mon énergie dans ma passion et d'arriver fatigué au boulot, parce que c'est concrètement ce qui m'arrivait. Comme c'est mon travail, c'était à cette époque-là d'être DJ et que je travaillais la nuit. Pendant un moment ça allait, mais à un moment donné je pouvais plus. Voilà, j'étais arrivé à un moment donné où soit je me donnais à fond dans les opportunités que j'avais dans l'animation nocturne et tout ça, qui me rapportait certes un salaire, mais il fallait que je fasse un choix. Et là j'étais arrivé au moment redouté, parce que pendant ce moment-là je le redoutais pendant quelques années, parce que ces moments-là arrivent toujours à un moment. Voilà, on peut pas, c'est pas possible. C'est soit je me concentrais à fond dans ma vie professionnelle de journée, de monsieur tout le monde, on va dire, c'est pas péjoratif quand je dis ça. Soit effectivement, j'allais dans l'autre chemin qui est rempli d'incertitudes. L'autre chemin, je savais pas. C'est un chemin qui est certes qui était attractif à ce moment-là,
parce que voilà, le monde de la nuit, il y a beaucoup de choses dans le monde de la nuit. Hein. Il y a l'appât du gain, il y a ceci, il y a cela, il y a beaucoup d'opportunités, mais il n'y a pas de CDI. Il n'y a pas de CDI, il n'y a pas de sécurité sociale, il y a rien. En tout cas, de ce que je commençais à apprendre et de ce qui s'offrait à moi, c'est un chemin où il n'y a rien. C'était à moi de construire ce chemin-là. Mais il y avait des opportunités, il y avait des choses intéressantes, j'avais des aptitudes à faire ça, et c'est peut-être ces aptitudes-là qui m'ont poussé à aller dans ce chemin-là, parce qu'on m'a dit à un moment donné, t'as du talent, tu devrais faire ça. Voilà, c'est ces phrases-là qui ont beaucoup résonné en moi à ce moment-là, et je me suis dit bon, écoute, vas-y, je vais faire ça. J'avais des salaires, voilà, j'étais payé de ce que je faisais, de ces aptitudes-là, j'étais payé. Donc je me dis bon, c'est intéressant. C'est pas ce que c'est pas ce que j'avais en étant en CDI, dans un certain confort, une certaine sécurité, mais c'est intéressant. Voilà, on me dit si effectivement on me fait comprendre, et puis je comprends aussi de par moi-même que si je continue dans cette voie-là à être DJ, parce que c'était vraiment pour ça, j'avais peut-être possibilité de construire une carrière et de construire des choses qui allaient être rentables à un moment donné, peut-être plus que effectivement se réveiller tous les matins, d'avoir un patron. Et moi, ce qui m'intéressait, c'est que effectivement, en tant qu'artiste à ce moment-là, je pouvais être libre de faire ce que je voulais et de développer ma passion et d'être payé de ça. Donc, c'est quand même plus attractif que d'avoir effectivement un chef de secteur dans ce que je faisais à l'époque qui me donnait des ordres. Et voilà, j'avais une rentabilité, j'avais le choix entre ces deux choses-là, donc je suis rapidement allé, j'ai ouvert cette porte-là qui donnait accès à ma passion et qui me permettait de développer ma passion. Et je m'étais pas trompé jusqu'au jour d'aujourd'hui. Je parle de ça, c'était il y a 20 ans. J'ai fait ce choix-là il y a 20 ans et Dieu merci. Voilà, si je peux dire ça, je peux me permettre de dire ça. Au jour d'aujourd'hui, je vis de ma passion. J'ai fait ce choix il y a 20 ans et au jour d'aujourd'hui, je vis de cette passion-là et j'ai pu me construire avec ça. J'ai une famille qui vit de ça, voilà, avec des enfants et avec une maison, avec toutes ces choses-là. Et j'ai traversé la crise. Ça n'a pas été tout rose. J'ai toujours eu des moments de doute, de remise en question. J'en ai toujours. Parce que mon métier maintenant fait partie. Voilà, il faut savoir remettre en question. C'est la clé du succès aussi. Je sais pas si on peut dire ça comme ça, mais voilà. Donc je regrette pas ce choix que j'ai fait il y a 20 ans, mais non. Si j'avais à refaire ce choix-là, il fallait que je retourne en arrière 20 ans après, il fallait que je refasse ce choix-là, je reprendrais le même chemin 1000 fois. Voilà. Ça c'est fort intéressant parce qu'effectivement, quand on est prêt à revivre une expérience, pour ce qui te concerne, effectivement, il y a la réussite au bout. Et en même temps, parce que t'as senti tout de suite que tu pouvais suivre cette voie, et en plus les gens qui t'ont payé pour ce que tu produisais, ça validait également le choix. Oui. Donc ça t'a reconforté dans ton choix. Maintenant, imaginons maintenant des gens qui ne savent pas. Je reviens encore sur avant de prendre le chemin, parce que pour les gens qui nous regardent et qui se posent la question, c'est est-ce que c'est intelligent, c'est prudent, est-ce que c'est judicieux de faire un choix, de partir sur un chemin où c'est rempli d'incertitudes. Qu'est-ce que tu leur dirais à ces gens-là par rapport à ton parcours, parce que le succès n'est pas arrivé tout de suite, tu as dû travailler, voilà, il faut le rappeler, tu as dû beaucoup travailler, alors pas forcément beaucoup, parce que j'aime pas l'idée selon laquelle il faut travailler dur pour réussir. Il faut travailler mieux. Ça, c'est mon fils qui me disait ça. Voilà, il dit, papa, parce que de temps en temps, j'ai dit, ouais, il faut travailler dur. Il dit, non, il faut travailler mieux. J'ai dit, oui, t'as raison. Donc, tu as dû travailler mieux pour réussir. Alors, qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui nous regardent, justement, avant de se lancer, ou ceux qui ont commencé à se lancer, mais c'est un peu difficile encore, les résultats sont pas encore au rendez-vous. Qu'est-ce que tu leur dirais pour qu'ils gardent la pêche?
En ces temps de crise. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Non, je pense qu'il y a, c'est une très bonne question. La persévérance, c'est vraiment le nerf de la guerre. Je sais pas si c'est une guerre même qu'on mène, mais c'est très important de vraiment se remettre en question. Faut pas avoir peur du risque. Ça fait peur, c'est vrai que ça fait peur, mais c'est l'essence du moteur. C'est vrai que le confort et c'est génial d'être voilà, de se dire bon je pourrais être embauché ici en CDI et voilà j'ai des aptitudes dans ça, ok, mais la prise de risque c'est le petit plus qui va casser un peu je sais pas le cocon ou le voilà, et je pense que c'est toujours intéressant de prendre les récits d'autres personnes qui ont fait voilà, qui ont su braver tout ce risque-là et qui sont partis un peu à l'aventure comme ça. Ça fait peur, mais en tout cas moi de mon expérience, c'est vrai que ça pourrait être facile de dire oui, mais j'avais des talents dans ça. Tout le monde n'est pas chanteur, tout le monde n'est pas ceci. Certes, mais j'ai commencé de rien. J'ai grandi à la campagne. Voilà, si j'avais rien déjà pour moi, j'avais aucun truc positif qui aurait pu m'aider. J'aurais pu grandir à Paris, être déjà avoir déjà certaines aptitudes, connaître du monde, tout ça. Non, j'ai commencé, je connaissais personne, rien du tout. Je savais même pas quoi faire, où aller, mais voilà, comment on peut expliquer que comme ça on me retrouve peut-être 10 ans ou 20 ans après, voilà, avec le statut que j'ai là, voilà, personne m'a aidé. Voilà, je veux le dire franchement, j'ai pas eu de l'aide en quoi que ce soit. Je suis vraiment parti, voilà, à l'aventure et j'ai appris comme ça. Et en plus, je suis quelqu'un de nature très réservée et très timide. Je le suis toujours. Donc vraiment, je m'aide pas. Je m'aide pas dans mon aventure, mais au final, au gré voilà, de tout un tas de choses, je me suis ouvert au monde. Et c'est très important ça. Et ça, c'est peut-être une partie de mon aptitude, c'est que on peut rester réservé et timide, mais le fait d'avoir l'esprit ouvert et de s'ouvrir aux choses, de s'ouvrir aux gens et de s'ouvrir au monde, ça aide beaucoup. Et ça permet cette partie de risque et ces choses-là, ça permet, je pense, d'aller au-delà de tout ça. J'ai des doutes, j'en ai encore, 20 ans après, même avec tous ces succès-là, j'en ai encore, mais c'est ces doutes-là qui m'aident à avancer parce que je pense que c'est important d'en avoir. C'est très important d'en avoir. Maintenant, ce qui est important aussi, c'est de savoir comment on traite ces doutes-là, comment on traite ces informations-là et comment on avance avec ces informations. Mais c'est important d'en avoir parce que si on n'a pas de doute, on peut foncer dans un mur sans doute. Ouais, confiant, ouais, j'y vais, je me fonce dedans. Mais qu'est-ce qui reste de ça? Voilà. Alors que les doutes, on les a, on s'assoit avec, on les échange avec les autres personnes et les d'autres personnes qui ont aussi des doutes, savoir comment ils ont traité ces doutes-là, comment ils ont traité ces informations-là. Et c'est ça qui est important. En tout cas, moi, dans mon univers artistique, c'est très important parce que c'est avec ces doutes-là que j'ai composé ces titres-là, comme Ego, comme Mirinte. Je suis pas allé confiant avec ça. Non, j'y suis allé avec des doutes. J'ai fait ça. J'ai dit, tiens, j'ai rencontré des gens. J'ai dit, tiens, je te fais écouter ma musique. Je suis pas sûr, mais peut-être qu'il se passe quelque chose. Ces gens-là m'ont dit, mais t'es fou. C'est un tube. On a besoin, quand on se construit, on a besoin d'avoir des validations d'autres personnes et les artistes plus parce que nous on fait un métier qui repose sur le public et c'est comme ça qu'on avance dans notre art créatif. On a ces doutes là, donc on a besoin d'avoir des validations d'autres personnes qui vont nous aider à franchir des étapes et ainsi de suite. On franchit des étapes et moi dans ma construction artistique professionnelle et personnelle aussi parce que c'est important de mettre ça ça fait partie aussi des variantes. On a besoin de cette reconnaissance là du public, on a besoin de ces validations là
Et quand j'ai fait ces choix-là, au moment donné où je me suis retrouvé dans des portes, quelle porte je vais prendre, j'ai eu besoin d'avoir ces doutes-là, j'ai eu besoin d'avoir des validations, de projeter ces doutes-là sur d'autres personnes, sur d'autres cas, parce que j'ai aussi rencontré des gens qui ont fait aussi le grand pas, parce que c'est ça aussi, quand tu es un artiste et que tu vas signer en maison de disque, tu y vas pas confiant. Personne n'est confiant. C'est comme signer un gros contrat. Personne n'est confiant. Je suis passé par ces étapes-là. J'ai appris, j'ai échoué, je suis tombé, mais je me suis relevé, j'ai appris de ces erreurs-là et c'est voilà, c'est ces doutes-là et c'est très important d'avoir ça. Je sais pas si je réponds à tes questions. Tout à fait, tout à fait. Tu as super bien répondu à la question et je pense que vous pouvez effectivement le certifier. Et pour ça, je vous invite donc à laisser des commentaires. Pour la simple raison, c'est plus il y a des commentaires, plus cette vidéo sera vue et plus elle va aider les personnes, des artistes comme toi, qui est en train de regarder, ou toi entrepreneur, ou toi salarié qui souhaite évoluer. Eh ben, on est là pour partager, on est une communauté. Et c'est bien de s'épauler, c'est bien il a si bien dit, un artiste, il a besoin d'un public pour être validé. Mais avant même de la validation, j'ai envie de dire, un artiste a besoin d'un public pour partager ce qu'il vit, ce qu'il ressent ou ce qu'il observe. On dit que si par exemple un extraterrestre arrivait sur notre planète, eh bien, pour prendre la température du continent ou du pays, il va juste regarder les arts de différents artistes, que ça soit la peinture, que ça soit la musique, tout ça, et il va savoir en fait comment va la population, comment va la planète, puisque les artistes sont les miroirs de notre planète. C'est pas mal ce que je viens de dire là. Ouais, c'est pas mal, la civilisation. C'est ça. Et donc c'est pourquoi partager massivement cette vidéo pour partager et Willy nous fait l'honneur de nous dévoiler un peu les secrets de sa réussite et aussi son parcours qui va continuer à nous inspirer. Donc restez connectés parce que ce qui va arriver va vous plaire parce qu'on va un peu s'amuser. Donc alors avant qu'on s'amuse, parce que j'ai une surprise pour toi donc avant la surprise, je veux qu'on rentre encore en profondeur dans ta tête. Là, donc, on a parlé de ton histoire, comment, en fait, on va dire ton histoire artistique. Ce que j'aimerais savoir, c'est qu'on rentre un peu dans le mental, ok? Dans le mental, parce qu'on dit beaucoup que tout se passe dans la tête et on sait pertinemment entre deux personnes du même niveau. Dans le foot, on le voit, hein, un match qui gagne. C'est du mental. C'est du mental. On a vu, hein, bon, la petite parenthèse, hein, on a perdu contre l'Argentine. Bah voilà, ils avaient la dalle. Ils avaient plus la dalle que notre équipe. Voilà, ils avaient beaucoup plus faim que notre équipe. Et ils n'étaient pas, on peut dire qu'ils n'étaient pas meilleurs. Oui, oui, non, c'est sûr. Mais c'est du mental, c'est du mental. C'est du mental. La force du mental, la force de rassembler une équipe et de vraiment adopter une manière de jouer, un comportement, un mental qui mène à la victoire au final. Ça démontre que c'est vraiment une histoire de mental plus que de force, plus qu'un rapport de force. Alors justement, donc qu'est-ce que toi tu fais au quotidien ou au niveau hebdomadaire ou on veut savoir un peu qu'est-ce qui fait que tu vas avoir ce mental de gagnant, ce mental qui te permet quand tu doutes de t'asseoir avec tes doutes et te dire ok, c'est des doutes, j'en ai pas peur, voyons voir comment on va avancer, comment je vais faire le tri de savoir ça me pollue, ça j'en ai pas besoin et ça c'est que de la peur, ça m'appartient pas. Et voilà, j'avance avec ça. Comment tu tries tout ça et comment tu gardes ce moral et ce mental de gagnant? C'est des très bonnes questions. Je pense que c'est un combat de tous les jours. Enfin, j'aime pas trop le mot de combat, mais c'est des exercices de tous les jours. Exercices. On va dire que on en apprend tous les jours. Voilà, un travail de tous les jours. Exactement, un travail. C'est un travail de tous les jours. Il y a des choses qui viennent avec l'âge. J'ai un âge
que j'avais pas il y a 20 ans. Donc j'ai pas la même mentalité, j'ai pas la même manière d'aborder les choses de la vie, sur le plan personnel, sur le plan professionnel. Moi en tant qu'artiste, je pense que les deux se rejoignent, le plan personnel et le plan professionnel, parce que on dit toujours que quand le moral va, tout va, hein. C'est vrai. Donc on est plus productif. Voilà, quand on se sent bien dans sa tête, on est plus productif, et vice versa. Je pense que quand les choses se passent bien professionnellement, ça a un impact sur la vie personnelle. Donc moi je pense que à mon âge, bon voilà, je me sens pas vieux, mais disons qu'à mon âge, j'ai eu la chance de me marier, d'avoir des enfants. Donc à ce stade-là, les choses que je vais faire professionnellement vont avoir une autre saveur. Elles vont plus être dans un rapport d'héritage. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça, mais j'ai des objectifs qui vont être plus fondés, plus sérieux, et qui vont avoir des liens avec la famille, on va dire entre guillemets. C'est-à-dire que là, comme j'ai des enfants, je vais me dire voilà ce que je fais là artistiquement. Je vais penser à mes enfants, je vais dire bon, je vais essayer de laisser un héritage musical, parce que je pense que tous les artistes qui ont des enfants font ça. Johnny Hallyday l'a fait en s'en allant, hein, puis à son âme, et d'autres artistes aussi. Ça fait partie voilà, des choses auxquelles les artistes pensent maintenant, auxquelles je pensais pas il y a 10 ans. Je pensais simplement à me dire voilà, j'ai des objectifs, je vais essayer de mettre ces objectifs là. Voilà, on va dire que c'était un peu plus égoïste dans la manière de voir les choses. Maintenant, avec l'âge, on réfléchit à faire ces choses-là. Donc je pense que ma famille m'aide. En tout cas, tout ce que j'ai construit me conforte et me donne plus d'assurance dans l'atteinte de ces objectifs-là, qui changent avec l'âge et qui changent aussi avec les opportunités, et qui changent aussi avec le mode de vie que j'ai là, qui est un mode de vie plus familial. Donc c'est plus facile là d'aborder toutes ces choses-là de la vie qu'il y a 10 ans, oui, il y a 15 ans. Parce que là, effectivement, j'ai plus de chances d'être épaulé par ma femme, qui a aussi son activité et qui a aussi ses doutes avec son activité. Et je pense qu'on se complète, parce que moi j'ai abordé les choses de ma manière, donc je peux lui apporter des réponses, et elle m'apporte des réponses avec sa vision. Donc je pense que c'est plus facile effectivement d'aborder ces choses-là quand on est dans un cadre familial, avec des enfants aussi qui donnent des réponses que j'avais pas forcément avant, comme j'avais pas d'enfants. Donc c'est plus facile dans cet écosystème familial, je pense, que quand on est seul à aborder toutes ces choses-là. C'est une autre vision, mais c'est une vision qui aide, en tout cas moi qui suis pour la famille et pour toutes ces choses-là. Je pense que quand on est chanceux d'avoir ça et de connaître ça, ça aide beaucoup sur le plan personnel et sur le plan professionnel aussi. On s'en rend pas compte, mais sur le plan professionnel, ça apporte des choses, parce que c'est un autre écosystème. Donc, alors, c'est fort intéressant ce que tu nous partages. Alors, j'ai noté un point qui revient souvent, c'est être accompagné, ne pas être seul dans son projet. Et dans ses ambitions, si tu as un projet, tu dois t'entourer, essayer de t'entourer. Et ça, effectivement, ce n'est pas facile si tu es de nature solo, ou quand tu as un projet que tu n'as pas confiance en toi et tu n'as pas confiance en ton projet, tu n'oses pas le partager, tu n'oses pas en parler, et du coup, tu n'oses pas, tout simplement, tu n'essayes pas. Et du coup, tu t'auto-sabotes, entre guillemets, puisque toi-même, tu vas dire, ouais, mais c'est peut-être pas assez valorisant, c'est peut-être pas ci, c'est peut-être pas ça. En fait, toi-même, tu te mets des barrières, et ces barrières-là deviennent tes barrières et pas celles des autres. En fait, tu te mets les barrières qui vont t'empêcher quelque part de réaliser ton projet, ton rêve. Alors, j'aimerais savoir, donc j'ai rebondi un peu là-dessus, comment se passe une journée type
pour toi, oui. Donc dedans, je veux que tu me mettes un peu pour les gens qui nous regardent et qui nous écoutent, que tu nous dises comment ça se passe une journée type chez Willy William. Alors, une journée type chez Willy William. En fait, alors déjà, j'ai pas de journée type. C'est ça, ma chose, c'est que j'ai toujours été anti routine. Je pense que j'aime bien, j'aime beaucoup les surprises. J'aime bien être surpris par beaucoup de choses. Je sais pas, j'aime bien être inspiré en plein milieu de journée et au final, si j'étais en train de faire quelque chose, je peux l'abandonner. Alors, des fois au détriment de mes amis, au détriment de tout un tas de choses, mais c'est comme ça. J'aime bien, moi. Je me permets de te couper. Donc, c'est l'opportunité pour toi de t'excuser pour tous les gens que tu as dû abandonner Exactement, en cours de soirée, en cours d'une journée, voilà, tout ça. ou en cours de rendez-vous. Alors je vais pas t'abandonner en cours d'entretien Okay. pour partir dans. Mais j'aime bien. J'ai appris à être reconnaissant. Donc tu t'excuses. Je m'excuse. Ok. D'avance. Il t'excuse, il s'excuse. Voilà, je m'excuse. Si jamais je dois partir en plein milieu, si j'ai un vol à prendre, je m'en vais. Non, j'aime bien être. J'aime bien partir du principe d'être reconnaissant. Voilà, de me réveiller tous les jours et d'être chanceux parce que je suis non pas parce que j'ai rencontré du succès dans ce que j'ai fait et que voilà, mais je me suis toujours dit dès le moment où j'ai pris la décision de vivre ma passion et de faire ça et de me donner corps et âme parce que c'est du sacrifice. Voilà, malheureusement le métier que je fais est un métier qui vend du rêve. Je dis malheureusement dans le sens où les gens ne voient que ce qu'on veut leur donner. Les gens vont voir ce qui brille et toutes ces choses-là, mais ils ne voient pas la partie cachée de l'iceberg. Et malheureusement, encore une fois, je dis malheureusement dans le sens où nous, on se donne corps et âme et c'est beaucoup de sacrifices, ça faut pas l'oublier. Mais voilà, on n'a rien sans rien. C'est le choix. C'est ce choix-là justement que j'ai pris. C'est un choix gratifiant à l'arrivée, mais c'est pas sans conséquences, c'est pas sans échec, c'est pas sans voilà. Il y a quand même, les artistes le disent souvent, c'est beaucoup de sacrifices, mais la finalité est gratifiante. Mais on se concentre pas sur l'aspect, voilà, on se concentre pas sur l'aspect gratifiant parce que ça sera gratifiant dans 20 ans. Ça sera, voilà, c'est comme des gens qui vont investir, parce qu'au final, c'est quand même un investissement sur soi-même. Moi, j'ai décidé, le jour où j'ai fait le choix de fermer la porte à l'entreprise où je travaillais, j'avais un CDI, j'avais tout ça. J'ai mis la porte à tout ça. Enfin, pour faire ce que je fais aujourd'hui, 20 ans après. Mais, c'est du sacrifice. Voilà, je le savais parce que on observe un peu, c'est du danger, on observe au loin qu'il se passe beaucoup de choses. J'y suis allé, voilà. J'ai dit allez, j'étais dans un avion, la porte s'est ouverte et quelqu'un m'a poussé dans le vide avec mon parachute, m'a dit t'inquiète pas, je suis avec toi derrière au parachute. Voilà, et ça c'est la vie là qui était derrière moi avec mon parachute. La vie m'a poussé, elle m'a dit voilà, t'inquiète pas, tout au long de cette descente là, à un moment donné, il va falloir tirer le parachute, voilà. Et je suis encore, hein, j'ai pas atterri, hein, je suis encore dans cette 20 ans après dans ce truc là. Il y a des vents, voilà. Mais j'imagine quand on atterrit, ça veut dire c'est la fin, on meurt. C'est quand non? Exactement. Ouais, je pense. Donc c'est pour ça, j'observe toujours tout ce qui se passe. Je suis toujours dans cette longue descente. Voilà. Et j'ai toujours j'ai pris mon parachute, mais dans mon parachute, il se passe toute chose. J'ai pris mes doutes qui sont dans mon parachute. J'ai pris mes craintes qui sont dans mon parachute. Ça fait partie de mon parachute. Je peux pas laisser mes craintes et sauter sans parachute. C'est pas possible. Ça n'existe pas. C'est comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est non, j'ai pris mon parachute et dans ce parachute-là, pour assurer ma descente, j'ai dû prendre mes craintes, mes doutes, mes joies, mes peines, voilà, tout ce qui va. Et comme je disais, j'ai la vie qui sort avec moi et c'est la vie qui va me guider. Il y a des vents forts, il y a des moments où j'avais envie de tirer sur le parachute pour dire non, c'est trop tard. Je suis sorti de cet avion-là, c'est trop tard. J'ai fait alors, on peut toujours se retourner, on peut toujours, voilà, personne n'est contraint à faire quoi que ce soit, mais
Je pense que à partir du moment donné où j'ai accepté de prendre l'avion et que je savais que pendant toute la montée en altitude, je commençais à avoir peur parce que c'est quand même, j'ai jamais fait ça, j'aime bien imaginer les choses parce que c'est comme ça que moi en tant qu'artiste, c'est comme ça que je vois les choses. Pour moi, je suis monté dans cet avion-là et l'avion prend de l'altitude, mais il m'a dit t'inquiète pas, il faut arriver à un certain niveau pour sauter tranquillement, sinon c'est pas possible. La chute, ça ne se passe pas. Moi, ma profession et ce que je fais à l'heure actuelle, c'est ça. Et ça fait 20 ans que j'ai sauté, que je continue à naviguer. Je sais pas si naviguer est le bon mot. Alors, bravo déjà. Alors, attention Willy, on va maintenant rentrer dans ta tête. Ah là là. Alors, là, c'est très sérieux. Là, on devient sérieux. Ok. Et pour t'aider, je sais pas si ça va t'aider, mais je dirais pour compliquer, j'apporte ma petite surprise. Donc tu bouges pas, Okay. J'arrive tout de suite. Ok. Alors, Willy William. Tu m'offres à boire. Donc ici, On va célébrer. j'ai un verre d'eau. Alors, es-tu prêt à vivre une expérience? Allons-y. Allons-y. Bon, tu vas devoir mettre ce verre sur ta tête, en équilibre, et pendant ce temps-là, je vais continuer à te poser des questions. Comme ça, tu seras tellement concentré sur le verre que ton cerveau va être obligé de faire des raccourcis et nous apporter des réponses auxquelles toi-même tu ne t'y attends pas. Et tu Bon. Alors, Je peux m'attendre au pire. donc, c'est pas un détecteur de mensonges, mais c'est Qu'est-ce qu'il faut pas faire? T'es prêt? Oh. Bon, alors, je pense qu'il faut qu'on recule un peu pour que ça passe dans le champ. Alors, donc tu as droit d'utiliser tes mains pour l'équilibre. Et voilà. Là, je pense qu'on est à l'équilibre. Est-ce que tu sens qu'on est à l'équilibre ou pas? Ouais, je Ça sens. va? Ouais, tu vois, dès que tu vas, ok. C'est incroyable. Bon, alors, donc, ta belle veste là, il va falloir que tu fasses Des attention. concessions, là. Ah ouais. Et là, Donc, c'est soit tu sauves ta veste, donc voilà, ou soit tu gardes le verre, mais à côté de ça, bah, tu nous dis les choses qu'on veut entendre. Je peux même pas rigoler. Prêt? Alors, je donc, suis tu prêt. vas essayer de te retourner et je tiens le verre comme ça, juste comme ça, face à la caméra. Encore un peu. Voilà. Voilà. Allez, détendu. Détendu. Alors, Willy William. Oui, dis-moi tout. Là, alors, mettez-moi la musique un peu sérieuse. Ok. Est-ce que pendant cette interview, si toi aussi tu désires emprunter le chemin de l'excellence et de la liberté, je te dévoile 3 clés dans une masterclass payante. Oui, donne-toi de la valeur si tu veux réussir. Les places sont limitées. Alors clique sur le lien en dessous de cette vidéo, dans la description, pour t'inscrire. À tout de suite. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.